Bonjour à tous, à ceux ou celles qui sont présentes et à celles ou ceux qui sont à distance. Donc nous avons une session d'1 heure sur le thème situation clinique avec addiction oncogénique, avec deux thèmes. L'un qui tournera autour des sarcomes et des anomalies moléculaires avec Antoine Italiano et David Santamaria, et une autre autour des méningiomes avec Olivier Mollier et Thomas Daubon, qui lui sera à distance. Et après chacune de ces doubles présentations, nous aurons un temps de questions. Donc j'invite Antoine à venir présenter son cas clinique et ce qu'il peut nous faire apprendre à partir de ce cas clinique. Merci Antoine. Very much like this morning, I will change to English to facilitate the story. And actually what I will be telling is somehow redundant with what Antoine just presented. I will try to give it more of a basic flavor when possible. And well, first of all, just to emphasize that there are several subtypes based on histology of lung cancer, and now these KRAS mutations are associated to adenocarcinoma, which is, among other things, the most abundant subtype of lung cancer. So, and ironically, KRAS was the very first oncogenic mutation identified in lung cancer almost 40 years ago. And this was followed by others. And I say ironically because nowadays, whereas the rest of the drivers that were identified have an approved targeted therapy that relatively efficacious, KRAS, until not that long ago, remained absolutely orphan and then was based on chemotherapy and immunotherapy recently. And this is because KRAS was perceived as an undruggable protein. It was a very small protein, flat surfaces, no classical pockets, as Antoine said, that could be targeted by small molecules. This changed, again, with this paper, and this clearly shows how basic science can be rapidly translated into treatment. This is 2013, it's 7 years ago, and we're treating patients now with the compounds that were derived from this very basic approach. The pocket was associated to G12C mutation, which is one of the few that affect the same codon, which is codon 12, also 13 or 61, because all these are implicated in the controlling the GTPase activity of RAS, and this is important, as you will see later. There are good news about the G12C. First is the cysteine is a very reactive amino acid, and it has been used to make allosteric covalent inhibitors that actually react with the G12C mutant. This is good because this is not present in the wild-type allele, so it will be very target specifically the oncogene. The other good thing for lung is that it is very abundant in this tumor type, precisely because this mutation per se is induced by cigarette smoking. It's not the case for other tumors, as Antoine said, where other isoforms predominate. So as I said, this is the pocket, this is the cysteine, and these were the initial compounds that were scored in the initial study. This is how the compound looks now. This is the beauty of medicinal chemistry, right? I'm completely ignorant, but to me, there's no resemblance whatsoever in between the upper and the lower part. But yet, the Amgen molecule is based on the other compounds. Targets the same pocket. It reacts covalently with the cysteine 12. And I would like to, again, emphasize something that already Antoine said. Here, in the structure is illustrated with the GDP. It means that the drug binds the GDP state. And this actually came as a disappointment in the laboratory of Kevin Shockat, because, as I said, this binds the oncogene, doesn't bind the wild-type allele, but then it binds the oncogene in the GDP inactive form, which was a bit of a downturn, because this is the dogma of KRAS. RAS is activated when in the GTP-bound form, then it binds effectors, and this is because all the oncogenic mutants theoretically cancel the
GTPase activity and retain RAS in the GTP active form. This was a dogma that has driven the field for a number of years, but it's actually not the case. And you have here, there are two types of GTP hydrolysis. One is activated by GAP proteins. This is cancelled in all these mutants, but there's also intrinsic GTPase activity. And as you can see here, the G12C mutant is the one that has a higher intrinsic activity, meaning that it hydrolyzes GTP, and a subset of this oncogenic mutation is found in the GDP form, which is the form that can be attacked by this inhibitor. It basically locks the oncogene in the inactive form. This, together with the fact that the G12C is the one that cycles more into the inactive form, makes it a suitable target. And actually, as Antoine presented, I have some earlier data presented in ASCO, but this result is the same. For the first time, this worked, and it actually induced some long responses in patients that were otherwise would have been treated with chemotherapy and had a poor response. I have no data, and I assume what you said, it's not published yet, of what is the duration of the response. This is a key question now in the field, and I guess it will be released soon. And I understand that now it's a phase 3 is starting with this code, but I don't know whether this is entire Europe, in France, or in some countries, but at least is in second or third line after platinum and immunotherapy. As Antoine said, maybe it should be combined with immunotherapy and not provided it as an alternative treatment, because it synergizes at least in immune-competent preclinical mouse models. Whether this will be the case in the clinic, it's also to be seen. And as Antoine said, the problem is resistance. And as you can see here, the inhibitor works very rapidly. It reduces ERK signaling and GTP-bound form, but very rapidly it goes up again. And it goes up again because it, for signal bypass, as Antoine said, and I will explain a bit more in a subsequent slide. Basically, any treatment that will increase the GTP load on KRAS is potentially implicated as a resistant mechanism of this drug. And we have already FDA-approved drugs that actually could synergize anything that would reduce GTP loading, for instance, EGF receptor inhibitors like afatinib, which is a PAN receptor inhibitor, SHIP2, which is a phosphatase that is implicated in activating KRAS, SOS, which is the GEF factor that loads GTP into RAS. There are inhibitors FDA approved of all these and could synergize with the KRAS inhibitor. I know in the clinic it's difficult to combine these treatments, but theoretically and in preclinical data, this is also the case. Now, downstream MEK inhibitors, CDK4/6 inhibitor, mTOR inhibitors have also been shown to synergize in preclinical models. I was surprised with the effect of the MEK inhibitor for reasons that we can discuss later on if you want, Antoine, but I did not expect a MEK inhibitor to synergize, because it would relieve negative feedback and it would actually increase GTP binding, but actually it does. So this means that we still have many things to learn. I assume, and this is a personal bet, that amplification of RAS might be implicated in resistance. As you said, it's normal that RAS-driven tumors have copy number gains of the oncogene. So there would be an heterogeneity of amplifications within the tumor, and I assume that those that have more of KRAS would be less inhibited and would be selected for as a form of resistance. As I said, this is just pure speculation, but it would make sense. And then, as Antoine said, it's not to be the first, but the best in class. So there are some other inhibitors that are coming behind the Amgen, like the Mirati, Janssen, Lilly, and Roche. There's one thing about Mirati that somebody told me, that in addition of inhibiting the oncogenic mutation, it also induces a three-dimensional repositioning of the switch 2 that impedes effector binding. So it would have a double mechanism of action that might make it better than the Amgen molecule, but this is all rumors. I cannot show anything. The question is, what about the rest of the oncogenic mutants that, as I said,
are even more abundant in other tumor types, for instance, in pancreas. The problem is that these other mutations, G12D, G12V, G12R, they have no cysteine, obviously, so there's no covalent handle, and they don't have this intrinsic loading GTPase activity, meaning they are in the GTP bound form most of the time, so the strategy should be different. I heard, and again, these are public rumors, that all pharmaceutical companies now have a program targeting KRAS, and they're working on a different strategy, which is have compounds that don't use a pocket, but induce a pocket. They distort KRAS, they induce a pocket where they fit, and they inhibit. And this is what they're doing. As far as I know, there's only one, which is sort of a mixture of an mRNA vaccine and delivered by lipid nanoparticles, which is in phase 1, and this one would target all the different mutations. So with this, I think I will end, and I will end with this photography, which is I will use as an analogy. This was taken by Ramon Massats, which was a Catalan photographer that toured Spain in the dull and gray years of Franco around the 60s. And I read that this was a goal and not a safe, finally. But you will agree with me that it was very close. And I want to use this as an analogy because, I mean, after a number of dull and gray years in the KRAS field, now we think we are that close, thanks to, among other things, a rapid translation from basic biology to the clinic. And this should be taken as an example of how to do things in the future. And I will stop here. Question pour Antoine et David. Donc, suite à la présentation, une des questions qui se pose avec des molécules aussi ciblées d'une certaine façon, il y a des réponses dans le type de tumeur dont tu as parlé, dans d'autres qui sont assez impressionnantes et durables, mais qui sont vraiment très, très fragmentaires, et d'autres qui sont visibles, mais de très courte durée. Donc, dans l'esprit de cela, entre ça et une molécule un peu plus pan quelque chose, que tu as évoqué un peu à la fin, même si les cibles ne sont pas toujours adéquates, est-ce qu'on a des raisons de préférer cette cible très, très spécifique versus quelque chose de plus pan? Par rapport à la construction intellectuelle, le très, très ciblé nous apprend plus de choses. Mais comment tu perçois ça en dehors de la tolérance qui peut aussi être différente, Antoine? Quelle est un peu ta... Dans l'expérience qu'on a des patients qu'on a pris en charge avec ce type de molécule, il y a un bénéfice clinique chez la majorité des patients, mais qui ne dure pas. La réponse est de courte durée, mais je dirais que c'est à peu près le lot commun de tous les traitements qui ne sont pas d'une immunothérapie en fait, en oncologie. Donc il faut trouver un moyen de combiner ces traitements. Et je ne suis pas sûr que c'est une histoire de cible. Je pense que vraiment, lorsqu'on... je suis de plus en plus convaincu qu'en dehors du système immunitaire, toutes les autres armes thérapeutiques qu'on a peuvent être efficaces, mais pas de manière durable dans le temps, parce que les cellules cancéreuses, quoi qu'il arrive, vont développer des mécanismes d'échappement. Pour poursuivre ce que tu viens de dire, et je pense que beaucoup de gens seront convaincus par ton propos, il y avait une question posée par l'auditoire extérieur. Association anti-PD1 et cette molécule, envisage-t-on une combinaison? Tu as répondu, et est-ce que tu peux développer un petit peu plus? Est-ce qu'il y a un rationnel un peu plus spécifique par la façon dont finalement KRAS interagit? Tu l'as montré sur une diapo, tu l'as montré aussi David. Est-ce qu'il y a un mode d'action un peu plus attendu? Alors ça modifie de manière favorable le micro-environnement tumoral en augmentant l'infiltrat humain. Après la mécanistique, je ne sais pas si elle est... Quel est le mécanisme qui fait que ça augmente l'infiltrat immunologique dans les tumeurs? Et est-ce qu'il y a des cellules un peu plus préférentielles D'accord. Donc, mais c'est vraiment inconnu. Il y a des résultats précliniques qui suggèrent que KRAS, il y a une connexion, un dialogue entre les cellules KRAS et les micro-environnements. Mais comment ça c'est oui, on ne sait pas si c'est sur les T-règles, les T8, et tout ça. Pour l'instant, on ne sait pas. D'accord. Tu voulais commenter sur le fait d'avoir une cible très, très spécifique, comme là, 12C, alors qu'il y en a d'autres en 12 ou en 13.
versus une inhibition un peu plus globale et plus large? À mon avis, il y a un avantage de ciblage de Keras, qui c'est qu'on peut cibler les Keras mutés et les wild type. Je n'espère pas d'effet secondaire dérivé de l'inhibition de Keras wild type, parce que dans les cellules normales pour l'homéostase, il y a une redondance fonctionnelle de HRAS et NRAS qui va prendre le rôle. Donc, une option sera de trouver quelque chose, et il y a des études précliniques dans ces contextes pour dégrader Keras. Les approches dégradent, il y a des molécules qui vont envoyer Keras à proteasome degradation. Ça va fonctionner bien sûr par toutes les mutations, et j'espère qu'il n'y aura pas d'effets secondaires. La difficulté, bien sûr, est de trouver une molécule qui fait ça. Parce qu'il y a des 300, 400 ubiquitin ligases. Et nous ne savons pas. Donc, nous avons eu un petit modèle pour faire ça dans les animaux, chez les souris. Mais... Alors, il y a une question qui est posée par l'éditoire assez clinique, peut-être un peu difficile, mais bon, pour Antoine. Après un anti-KIRAS, qu'est-ce qu'on peut donner, en sachant que pour l'instant, même si c'est utilisé, c'est plutôt loin, en dehors des études cliniques qui vont faire les associations un peu plus précoces? Alors, si on imagine que le médicament soit approuvé, qu'on puisse faire à la limite ce qu'on veut, il y a un papier très intéressant qui est sorti dans Cancer Discovery il y a quelques semaines, mais qui était dans le cancer du côlon, et qui montrait que l'association avec une inhibition en amont, en particulier de GFR, permettait d'avoir une synergie et de contourner ce mécanisme de résistance. Dans le cancer du poumon, on pourrait imaginer que si le patient échappe à KIRAS, et si on fait le postulat que c'est lié à une activation en amont, notamment des récepteurs EGF, c'est de continuer l'inhibiteur de KIRAS et d'ajouter par exemple de la fatinib. Pourquoi pas? Oui. Mais encore faut-il probablement que le mécanisme de résistance n'est pas le même chez tous les patients. Et donc, pour l'instant, on ne les connaît pas bien dans le poumon. Dans l'impression que l'on a, lorsqu'on a cette voie de signalisation un peu ciblée, qu'on joue encore en amont pour avoir un impact encore plus grand, on s'aperçoit que de temps en temps, la tolérance des médicaments devient un petit peu plus aléatoire, avec même des fois des toxicités un peu pour lesquelles on est un peu moins bon, métaboliques, des trucs un peu curieux. Est-ce que dans ce que tu viens d'évoquer, dans KIRAS, est-ce que tu as l'expérience, alors que ce soit KIRAS, cette molécule ou d'autres, justement d'inhibition en amont, et est-ce que tu as déjà, au-delà d'une certaine satisfaction intellectuelle à l'explorer, été confronté à des tolérances un peu difficiles, pas spécialement? Non, j'ai pas d'expérience de combinaison, parce que d'ailleurs je ne pense pas que pour l'instant il y ait les essais cliniques de combinaison, ils vont débuter là. Et en immunothérapie, par contre, en tout cas avec la molécule qu'on a eue, c'est vraiment extrêmement bien toléré par les patients. D'accord. De manière surprenante d'ailleurs, on aurait pu s'attendre à plus d'effets secondaires, mais on n'a pas par exemple, on n'a pas les effets secondaires des inhibiteurs de MEK, par exemple. Oui. Avec les tox cutanés, ophtalmologiques, etc. C'est pour que les composés ne ciblent pas les KRAS wild type. C'est spécifique de la mutation. Donc, oui, mais quand tu vas inhiber en amont, tu seras un petit peu plus large. Tu vois, c'est ça. C'est-à-dire, tu renforces un peu en dehors, plus cette cible. Avant de clore vos deux présentations, est-ce que, par rapport à l'auditoire, au-delà de votre présentation, vous vouliez faire passer un autre message sur votre topo? Non? C'est bon? Bon, merci à tous les deux de cette présentation très claire et très riche. Donc, on va quitter une pathologie avec voie de signalisation, mais potentiellement moins grave. Olivier Mollier du service de neurochir du CHU de Bordeaux va présenter un cas de méningiome, et Thomas, que je récupérerai tout à l'heure, viendra parler sur des notions un peu plus fondamentales autour de cette pathologie de voie de signalisation. Olivier, à toi, et je te remercie.
Alors, merci de me donner la parole pour donc présenter ce cas clinique de méningiome. Vous allez voir, c'est des pathologies dans lesquelles la connaissance des voies de signalisation impliquées est beaucoup moins avancée que dans ce qui a été présenté précédemment, en particulier parce que les méningiomes sont dans la majorité des cas des tumeurs considérées, classées histologiquement dans un grade 1 et considérées comme des formes bénignes. Et la difficulté, ce sont effectivement, vous allez le voir, des formes de grade 2, des formes de grade 1 qui évoluent vers des formes de grade 2, voire de grade 3, avec donc des évolutions en général qui restent locales, de très exceptionnelles formes métastatiques, mais des évolutions qui peuvent être extrêmement péjoratives et pour lesquelles effectivement les thérapeutiques viennent à être limitées de façon assez rapide. Donc notre dossier est celui d'une patiente âgée de 61 ans qui a peu d'antécédents, qui a été exposée au cours de sa vie à de l'androcure, et on sait depuis peu que l'acétate, donc l'androcure, l'acétate de ciprotérone, qui est un anti-androgénique prescrit extrêmement largement, en particulier en France, pour de l'alopécie, de l'acné ou des problèmes de règles hémorragiques en particulier. Ce médicament a été prescrit très largement et stimule la croissance des méningiomes. La présence de méningiome maintenant doit être... l'absence de méningiome doit être assurée maintenant avant toute initiation de prescription d'androcure, mais on a des patientes qui ont été exposées pendant de très longues années. Il y a également des cas de patients transsexuels qui se sont automédiqués à l'androcure pour des transitions donc homme vers femme et qui ont développé des méningiomes, parfois extrêmement volumineux. Un des premiers cas rapportés, c'était cette situation-là. L'arrêt de l'acétate de ciprotérone peut par contre provoquer des régressions tout à fait spectaculaires de ces tumeurs, et parfois même prolongées sur plusieurs années. Voilà. Cette patiente donc, avait été exposée à l'androcure, mais à l'époque, il n'y avait pas encore de dépistage systématique proposé par la CPAM. Ce méningiome en fait, avait été découvert dans le cadre de l'exploration d'un souffle carotidien, et on découvre de façon fortuite un méningiome qui, dès le départ, nous embête un peu par sa topographie, parce qu'il envahit le sinus caverneux, donc probablement que l'exérèse chirurgicale en sera incomplète, puisqu'on va vouloir préserver les nerfs oculomoteurs en particulier, et puis les parois du sinus caverneux, qui assurent une fonction de drainage veineuse, en particulier de l'orbite. Donc le dossier est discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire. On valide quand même l'indication d'un geste chirurgical, même si effectivement, alors dans un premier temps, on valide l'indication de l'arrêt de l'acétate de ciprotérone, puisque ça avait été décrit, des régressions assez spectaculaires, avec même des récupérations fonctionnelles quand la fonction visuelle était compromise. Et effectivement, on se pose la question de santé publique dont j'en parlais. J'en parlais précédemment, la question vraiment de limiter la prescription de l'acétate de ciprotérone à des situations bien limitées, et après s'être assuré de l'absence de méningiome préexistant. Néanmoins, ça peut effectivement favoriser la croissance de méningiome. On n'a pas encore de données sur l'induction de méningiome sur des méninges qu'on va considérer comme saines par cette exposition prolongée. Peut-être que ça favorise également la survenue des méningiomes. On n'a en tout cas à l'heure actuelle pas les moyens de le prouver. Donc l'androcure a été stoppée dans un premier temps avec une réduction de volume du méningiome, une régression qui a été relativement spectaculaire. Néanmoins, cette régression qui s'est prolongée sur plusieurs années a ensuite malheureusement laissé la place à une nouvelle augmentation de volume de la tumeur, avec un méningiome qui devenait symptomatique, des troubles oculomoteurs qui sont apparus, et un début de compression du nerf optique qui a justifié donc un geste chirurgical qui avait quand même double objectif. Tout d'abord, de décomprimer les structures nerveuses, en particulier le nerf optique, afin de préserver la fonction visuelle, mais également la confirmation histologique de la nature de ce méningiome, qui a été considéré comme un méningiome de grade 2, c'est-à-dire une forme atypique, exposée à récidive. Du fait du caractère étendu de ce méningiome, de la résection qui était partielle, puisqu'on est amené à laisser la paroi du sinus caverneux, on a discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire de la réalisation d'une radiothérapie post-opératoire, avec des publications qui peuvent justifier, dans certaines situations de résection incomplète, la réalisation d'emblée d'une radiothérapie post-opératoire, ce qui a été effectivement effectué. Cette radiothérapie
a été suivi donc d'une surveillance clinique et malheureusement, 3 ans plus tard, on observe une récidive, comme vous pouvez le constater sur ces images IRM, qui est très étendue. Récidive qui intéresse à la fois le site opératoire, mais qui s'étend également en partie postérieure sur la méninge du clivus, de la base du crâne, avec un début d'effet de masse, enfin un effet de masse relativement significatif sur le tronc cérébral, et puis une patiente qui redevenait symptomatique tant du point de vue des troubles oculomoteurs que de l'équilibre débutant, des petits troubles mnésiques également liés pour partie au geste initial d'exercice chirurgical, puis pour partie aussi à la radiothérapie qui avait été réalisée à proximité des régions hippocampiques. Donc c'est à ce moment-là qu'on discute de nouveau en RCP sur la conduite à tenir, et la solution chirurgicale ne pouvant être retenue du fait du caractère extrêmement diffus de l'envahissement de la méninge, donc on n'a pas de possibilité chirurgicale. Éventuellement, on aurait une possibilité de réduction partielle du volume, mais en tout cas pas satisfaisante au point de vue de... Enfin, ce ne serait pas une résection, point de vue oncologique, serait suffisamment large pour se faire l'épargne d'un traitement complémentaire à la suite. Donc on a discuté éventuellement de privilégier plutôt la réalisation d'une chimiothérapie, et c'est là que se pose la question de quelle peut être la chimiothérapie la plus appropriée en fonction du type histologique du méningiome, mais surtout des anomalies moléculaires que présente ce méningiome. On a maintenant, depuis environ 5 ans, des publications qui montrent qu'en fonction de la topographie du méningiome en particulier, ce sont plus volontiers certaines voies de signalisation qui sont impliquées dans les méningiomes de la gouttière olfactive, des mutations de SMO ou de PI3 kinase, et puis d'autres mutations, TRAF7 ou AKT, plutôt dans des méningiomes des régions sphénoïdales ou de la fosse temporale. Donc, en fonction de la topographie, effectivement, on peut réfléchir à proposer d'abord des analyses effectivement ciblées, les recherches de mutations secondairement activables. Et puis, il y a quelques publications qui commencent à sortir sur l'efficacité donc, de chimiothérapie par everolimus et octréotide, par exemple, pour des méningiomes de phase 2. Voilà. Donc, cet été, on arrive dans ces situations d'impasse dans lesquelles la chirurgie n'est plus possible. La radiothérapie a déjà été réalisée et ne peut pas l'être de nouveau en raison des doses limites reçues par les organes à risque à proximité. Et donc on se pose la question des chimiothérapies avec plusieurs possibilités, mais des analyses, des recherches de mutations qui ne sont pas faites de façon standard. En tout cas, ce n'est pas de la pratique de routine, et donc on est embêté parce qu'on ne sait pas toujours quel est le traitement le plus pertinent à proposer dans ces situations. Voilà. Donc c'est là que effectivement les collaborations sont indispensables avec des chercheurs qui travaillent de façon plus fondamentale sur l'évolution sur les différentes mutations activables qui pourraient être prises en compte. Voilà, donc je vais laisser la place à Thomas qui va nous présenter en particulier les mutations de la voie PI3 kinase. À Thomas, à toi, même si ton bureau virtuel me paraît curieux, mais à toi de présenter de là où tu es tes diapos. Est-ce que tu les vois au moins, tes diapos? Alors, bonjour, on évitera la caméra après. Donc, je suis en direct, voilà, je suis désolé, j'ai eu une contrainte qui m'a emmené à présenter d'ici. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend bien, mais par contre, on n'a pas les diapos. Alors, pour qu'on ait les diapos, là, c'est la caméra. Sinon, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez faire défiler mes diapositives. Et, donc, on voit ça avec la régie, on les voilà, présente. si c'est possible. Sinon, Voilà. Tu les vois? Parfait. Exactement. Tu les vois bien? Oui, je vois parfaitement. Merci, Alain. À toi, Thomas. Merci, Olivier, donc, de cette présentation et de cette parfaite transition. Donc voilà, moi je suis chercheur au CNRS depuis maintenant 1 an. Et donc, alors je tenais à préciser ça, je travaille principalement sur la compréhension du développement dans le glioblastome, donc qui est une tumeur cérébrale, tout comme le méningiome. Mais c'est vrai que du coup, je remercie ma bonne collègue Charlotte Broniman de m'avoir challengé en essayant d'aller fouiller un petit peu ce qui se passe du côté du méningiome. Donc voilà, on peut passer.
Voilà, donc je voulais juste, parce que donc, je suis biologiste cellulaire et c'est vrai qu'on aime bien comprendre d'où viennent exactement les tumeurs. Donc en biologie, et voilà, je voulais faire un petit résumé sur voilà, qu'est-ce qu'un méningiome. Donc un méningiome, ça va être une tumeur qui se développe à partir des méninges, qui est la membrane qui va entourer principalement le cerveau, mais aussi la colonne vertébrale. Donc ce méningiome, en fait, il est composé, les méninges sont composés de 3 parties. Donc la dure mère, l'arachnoïde et la pia mater, donc, qui est montrée au niveau du schéma du haut. Donc cette tumeur, en fait, comme disait Olivier, on va retrouver des symptômes qui vont être similaires à ceux qui sont observés au niveau des gliomes, mais aussi des glioblastomes. Donc là, c'est vrai que je peux me raccrocher assez facilement. Et étant donné qu'elle va compresser les tissus adjacents, donc comme le cerveau, mais aussi les nerfs et les vaisseaux sanguins, et c'est la tumeur qui va être le plus fréquemment observée dans les tumeurs qui se développent au niveau de la tête. Donc là, sur le petit schéma qui va suivre, on voit différentes tumeurs, et donc on voit sur les IRM que présentait Olivier, que la patiente de 61 ans donc, présente des tumeurs plutôt au niveau du plancher, et donc qui vont se développer, et donc induire voilà, des contraintes au niveau visuel, au niveau comportement, en mémoire. Prochaine diapositive. Donc là, c'est au niveau du classement des différents méningiomes. Comme disait Olivier, donc c'est considéré comme des tumeurs plus bénignes, par exemple, que les glioblastomes, dans lesquelles, en fait, il va y avoir des sous-catégories et donc on va retrouver de nombreuses mutations. Donc ce que Olivier a abordé. Et donc, on va retrouver une mutation qui va être particulièrement présente. Ça va être la mutation donc, sur le gène de la PI3 kinase avec l'unité catalytique alpha, donc qui va être PI3KCA, avec des noms un petit peu compliqués. Et donc ça, c'est quelque chose qui va se retrouver dans de nombreux cas. Donc sur la prochaine diapositive, je vais l'expliquer. Donc c'est vraiment un des gènes les plus mutés dans les cancers solides. Donc on va pouvoir lister les différents cancers dans lesquels on retrouve, cancer du côlon, gastrique, sein et poumon, mais aussi donc dans 27% des cancers au niveau du cerveau. Donc les mutations, comme montré sur le schéma, vont être principalement au niveau du domaine kinase, qui va être le domaine actif, mais aussi au niveau du domaine hélical, qui permet donc une bonne conformation de la protéine. Voilà. Et donc, juste pour préciser, parce que c'est bien de préciser le nom donc, de ce gène, donc ça concerne donc, la phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3 kinase, et ça va concerner spécifiquement l'unité catalytique alpha. Et donc, ça va coder pour la protéine qui s'appelle P110alpha, qui est un nom un petit peu moins barbare, qui va permettre justement la fonction de cette protéine. Donc, on peut passer sur la prochaine diapositive. Si c'est un schéma très simplifié, donc cette PI3 kinase va être divisée en 2 parties, la P110 dont je viens vous parler, qui est l'unité catalytique, et l'unité régulatrice qui s'appelle la P85. Au niveau donc de cette partie P110, on va avoir différentes possibilités donc, qui vont être appelées alpha, bêta, gamma ou delta, et qui vont dépendre en fait de l'organe dans lequel on discute. Donc dans le cas en fait du cerveau, on va avoir les P110 alpha et bêta, donc les expressions ubiquitaires. Et donc ça, c'est important de connaître cette expression, on va dire, régionale, puisque les médicaments et les drogues qui vont viser spécifiquement ces sous-unités catalytiques, par exemple, vont toucher aussi les autres organes. Voilà, merci. Et donc, les altérations dans la PI3 kinase, donc on va avoir des mutations qui vont être gains de fonction, donc qui vont suractiver cette unité catalytique avec donc une action beaucoup plus forte au niveau de la voie de signalisation, mais aussi ça va produire des amplifications du gène avec les mêmes conséquences. Donc la PI3 kinase, ça c'est là où on intervient en recherche fondamentale ou préclinique. C'est une molécule qui intervient dans les voies de signalisation qui vont être liées aux récepteurs à activité tyrosine kinase. Prochaine diapositive. Donc les récepteurs à activité tyrosine kinase sont extrêmement présents dans toutes les tumeurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment commun à énormément de tumeurs solides, notamment. Ça va comprendre les récepteurs à l'EGF ou VEGF, à l'IGF ou PDGF.
Et les voies de signalisation, et ça c'est vrai que David Santamaria a montré ces voies de signalisation qui vont être communes, notamment à travers la PI3 kinase et qui va permettre la phosphorylation de résidus lipidiques présents dans la double couche lipidique de la membrane plasmique, qui vont permettre l'activation de différentes voies de signalisation à travers AKT, à travers mTOR, qui est donc une cible thérapeutique bien connue. Et tout ceci va permettre l'induction d'une croissance cellulaire et une prolifération beaucoup plus importante, le changement vers un métabolisme glycolytique, et ça, dans l'équipe, je m'intéresse particulièrement à cet aspect, mais aussi qui va induire donc des transformations cellulaires, augmentation de la survie, avec inhibition d'apoptose. Et c'est aussi un aspect auquel je m'intéresse particulièrement, je vous montrerai sur la fin, une augmentation de la mobilité cellulaire, et donc l'échappement des tumeurs, soit dans l'organisme, soit plus régionalement, donc comme dans les cancers du cerveau. Donc là, ce dont je reprends un petit peu les conclusions d'Olivier, donc c'est vrai que la patiente, on arrive sur des échecs thérapeutiques successifs, et donc on peut se tourner vers des challenges thérapeutiques en utilisant des molécules qui peuvent être un petit peu plus spécifiques, donc comme l'alpelisib qui va inhiber la PI3 kinase avec la sous-unité alpha, bevacizumab qui va être quelque chose qui va toucher de manière beaucoup plus large le VEGF avec toutes les contre-indications qu'on lui connaît maintenant, l'éverolimus qui est aussi étudié, donc il y a un anti-mTOR qui fait partie de la voie de signalisation comme montré sur le schéma en jaune ici, et donc l'octréoride qui va inhiber l'insuline, donc là plutôt en rapport avec les récepteurs. Donc c'est vrai, donc il y a différentes molécules qui peuvent être plus ou moins spécifiques, avec évidemment la limitation des effets secondaires donc sur l'autre organe ou l'organisme en général. D'autres diapositives, s'il vous plaît. Merci. Et donc voilà, là c'est vrai que je voulais vous parler de ça à la fin. Donc ça c'est ce dont parlait Olivier. Donc avec Olivier et le service de neurochirurgie de Bordeaux, on travaille sur cet aspect de cellules dérivées de patients avec lesquelles on prend grand soin de ne pas dériver ces cellules. Et donc on va appeler ça des patient-derived xenografts, donc ça c'est quand on va les utiliser dans des modèles murins, je vous montrerai juste après. Donc ces cellules dérivées de patients, donc autant dans le méningiome que dans le glioblastome, je vous montre une image juste après, c'est des cellules qu'on essaie de maintenir à l'état souche, donc qui vont former ces sortes de sphères que nous dans l'équipe on appelle des sphéroïdes et qui vont permettre d'avoir des caractéristiques qui vont être relativement proche de ce qu'on va pouvoir observer chez les patients. Donc, ces cellules sous forme de sphères, on va pouvoir utiliser différents inhibiteurs et donc tester de potentiels nouveaux inhibiteurs avant, évidemment, de passer dans des étapes précliniques sur des modèles murins et encore plus dans des étapes de tests chez l'humain, dans des tests cliniques. Donc, juste après, je vous montre une petite image. Donc, c'est ce qu'on réalise pour vous faire réaliser ce que sont ces sphéroïdes. Donc, on pourrait aussi appeler ça des mini-tumeurs, dans lesquelles vous voyez ici, donc c'est un sphéroïde qui a été transparisé. Donc, ça, c'est des techniques qui sont assez récentes, dans lesquelles on peut voir cet amoncellement de cellules qui vont être compressées les unes aux autres. Et en fait, dans l'équipe, on étudie le métabolisme de ces sphéroïdes qui vont permettre de reconstituer au plus près le métabolisme d'une tumeur. Donc, on voit sur la diapositive d'après que différentes publications que nous avons pu sortir, et c'est le cas aussi dans le cas des méningiomes, mais ici, je tiens à le préciser, c'est au niveau de sphéroïdes de glioblastome. On va pouvoir reconstituer donc au sein de ces sphéroïdes des centres hypoxiques qui vont induire un changement de métabolisme glycolytique. Ça vous rappelle les voies de signalisation PI3 kinase. Et donc, c'est un matériel indispensable pour la bonne compréhension des voies de signalisation. Aussi, dans les voies PI3 kinase, vous avez vu que ça pouvait augmenter l'invasion cellulaire et dans l'équipe, on s'est spécialisé là-dedans, dans laquelle on peut analyser spécifiquement, donc sur ces mini-tumeurs, l'impact des inhibiteurs sur l'invasion cellulaire. Ensuite, sur la prochaine diapositive, ces mêmes cellules peuvent être injectées dans des modèles murins, donc c'est tout ce qui va être expérimentation animale, et on va pouvoir étudier in vivo l'efficacité de nouvelles molécules. Ici, je vous montre des figures assez simples dans lesquelles, sur la gauche, on va avoir un groupe contrôle qui va avoir le développement, dans ce cas d'un glioblastome, et dans les méningiomes, il y a exactement le même type d'expérimentation. Et donc, sur la droite, sur les deux images, on va voir que le centre de la tumeur, qui est ici en jaune, mais aussi la partie invasive, qui est un aspect extrêmement important dans les tumeurs cérébrales, va être réduit grâce à l'utilisation d'un inhibiteur. Donc, vous voyez donc
faisant la promotion vraiment et en augmentant les relations entre la partie clinique, donc dans mon cas, avec Olivier qui va pouvoir nous fournir des échantillons de patients, on va pouvoir répondre à des questions extrêmement précises, notamment dans le cas de la PI3 kinase, essayer de comprendre de façon plus spécifique comment cette protéine fonctionne exactement et trouver des inhibiteurs qui vont permettre de traiter beaucoup plus efficacement et avec moins d'effets secondaires les patients atteints de ces pathologies. Voilà, je vous remercie de votre attention et nous attendons vos questions impatiemment avec Olivier. Merci. Merci Thomas. Christelle, y a-t-il des questions de l'extérieur? Parce que là, je ne les vois pas pour éventuellement les poser à Thomas et Olivier. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non. Thomas, tu as présenté donc des expériences avec des glioblastomes. La notion que l'on a, c'est que dans les tumeurs de croissance lente, ce qui est le cas quand même, c'est souvent difficile de reproduire, malheureusement, en préclinique, la prolifération, et on se retrouve parfois avec des méningiomes qui sont en train de plus être des méningiomes tellement ils ont modifié leur histoire naturelle. Est-ce que dans ta façon dont tu l'as présenté, tu sous-entends que, par exemple, la tumeur initiale de grade 1 qui avait été découverte avec pas mal d'anomalies moléculaires potentielles peut être compatible avec tes systèmes de prolifération, et tu as déjà eu des résultats où tu peux reproduire quelque chose de similaire ou on peine toujours? Alors, je vais avoir des exemples concrets sur les gliomes de grade 2, grade 3 qui vont posséder des mutations IDH1. Et dans ces cas-là, en fait, on a de nombreuses difficultés à maintenir ces gliomes dans des modèles murins. On n'a pas trop de difficultés pour étudier ces modèles au niveau in vitro, donc dans ce que j'ai montré avec la formation de structures en tridimensionnelles et l'utilisation, par exemple, d'inhibiteurs donc dans ce cas-là. Mais au niveau in vivo, c'est donc des modèles qui vont se développer très lentement. Quand je parle très lentement, ça va mettre plusieurs mois, voire 6 mois à se développer au niveau donc de l'hôte. Et c'est vrai que pour être efficace à ce niveau-là, ça va être compliqué. C'est pour ça que nous, on développe des modèles in vitro, ce que je précisais, donc ces modèles sphéroïdes qui vont se rapprocher avec tous les défauts qu'on peut leur connaître, le plus possible en fait d'une structure tridimensionnelle qu'on peut appeler donc microtumeur. Donc c'est vrai que par exemple l'utilisation d'inhibiteurs à grande échelle pour faire des screenings peut être fait, et c'est ce que fait l'industrie pharmaceutique sur ces structures tridimensionnelles. D'accord, et donc même sur des tumeurs peu agressives, ce qui d'ailleurs Oui. au-delà du méningiome pourrait être fait sur des tumeurs peu agressives qu'on voit dans d'autres pathologies, Tout à fait. qui sont souvent des soucis fonctionnels et d'un pronostic à moyen terme. Tu voulais... Non. Alors il y a une question posée par l'auditoire extérieur. Quelles mutations fonctionnelles sont recherchées en routine pour les patients avec glioblastome et méningiome? Alors là, je pense que c'est peut-être tous les deux vous répondez, puisque je crois qu'il est... Oui, alors, de façon, enfin en routine en tout cas, on recherche essentiellement des altérations moléculaires, enfin génétiques. On recherche des mutations d'IDH. On recherche qui servent à la classification. Il n'y a pas de recherche faite de façon vraiment routinière. On peut les demander ensuite au service de biologie des tumeurs. On peut demander des recherches de mutations de GFR ou de nombreuses voies de signalisation. La plupart d'entre elles ne sont malheureusement pas éligibles, accessibles à des thérapies ciblées, en particulier dans le glioblastome, on est extrêmement limité. Sur le méningiome, c'est pareil, il n'y a pas de recherche faite en routine parce que ce sont des tumeurs considérées comme bénignes ou en tout cas d'évolution extrêmement lente dans l'immense majorité des cas. Les situations qu'on a présentées sont des situations extrêmement rares, même si le méningiome, c'est effectivement, comme l'a dit Thomas, les tumeurs... C'est partie des tumeurs cérébrales les plus fréquentes. Les méningiomes de grade 2 ou de grade 3, qui, eux, grade 3 se comportent comme des sarcomes d'emblée, avec effectivement des envahissements du tissu cérébral. Là, c'est des situations très particulières, et donc on peut faire des demandes spécifiques de recherche de mutations, mais de façon routinière et proposer le diagnostic histologique, il n'y a pas à l'heure actuelle de voies préférentiellement, de choses préférentiellement cherchées. Dans la compréhension éventuellement de l'histoire naturelle, est-ce qu'il y a des familles avec des anomalies génétiques ou des méningiomes associés à d'autres pathologies pour lesquelles
on trouve des anomalies de voie de signalisation assez systématiques, et deuxièmement, il y a quelques malades, malheureusement, qui ont des maladies méningiomateuses diffuses. Est-ce que dans ces cas-là, leur profil un peu de biologie moléculaire est pour l'instant considéré comme similaire ou avec des différences un peu spécifiques? Alors, pour répondre, effectivement, il y a les patients qui souffrent en particulier de neurofibromatose de type 2, puisque la moitié des méningiomes expriment une forme mutée de NF2, et les patients qui souffrent qui sont porteurs de cette mutation sont plus sujets à développer des méningiomes au cours de leur vie avec un certain nombre d'autres tumeurs. Pour ce qui est... la deuxième partie de la question... La deuxième, il y a quelques patients qui ont pour des les formes maladies de méningiomatose, oui, tout à fait. Les diffuses. méningiomatoses qui sont vraiment des formes diffuses avec des tumeurs extrêmement étendues, parfois extrêmement nombreuses sur l'ensemble de la méninge, de l'encéphale et parfois même également au niveau le long de la moelle épinière. Dans ces cas-là, on n'a pas véritablement identifié de mutations spécifiques de ces formes diffuses. Et de même, il n'y a pas de mutation spécifique des formes plus agressives de grade 2, de grade 3. C'est un peu les mêmes voies de signalisation qui sont activées à chaque fois. Donc on est encore pour l'instant au balbutiement de la connaissance de ces formes. Voilà. La corrélation entre la mutation et la topographie du méningiome commence à être clairement établie. En revanche, sur l'évolution clinique et l'agressivité, on retrouve des profils de mutations qui sont globalement relativement similaires entre les différentes formes. Donc, merci beaucoup. Thomas, tu voulais rajouter quelque chose au thème? Non, Olivier a très bien répondu, je lui fais entièrement confiance. Bon, je vous remercie, deux orateurs à distance. Je félicite la technique, je suis assez impressionné. L'autre point aussi, puisque certains sont dans la salle et d'autres sont loin, donc ceux qui ne connaissaient pas les activités très sarcome du laboratoire de David ou vice-versa en neuro-onco, et où le travail de Thomas et de ses équipes, il y a de quoi faire. Donc si certains ont envie de travailler avec ces équipes et sont un peu loin, je pense qu'ils seront accueillis et bienvenus sur ces thèmes qui risquent d'ailleurs d'accompagner, je parle sous la gouverne de Pierre Soubeyran, dans le futur CERIC. Donc il y a de la place pour tout le monde si certains d'entre vous, certaines d'entre vous sont loin. Merci pour ceux qui ont écouté dans la salle, merci pour ceux qui étaient à distance et merci pour l'organisation. Je vous salue. Merci Alain. Au revoir.